Yvon Poulain de Sainte-Marie a été infirmier pendant 35 ans. Il nous dévoile le quotidien inusité du département de l'urgence. Un jour, il est miraculeusement sauvé d'un accident qui aurait pu être fatal pour sa vie. Voici l'extraordinaire histoire d'Yvon Poulain. Moi, je suis né au monde en 1951, donc je suis un vieux modèle. À Saint-Simon-les-Mines, Saint-Simon-les-Mines ou les Mines d'Or, je suis né d'une mère anglaise protestante, puis d'un père catholique français. Les autres ont été 53 ans ensemble à marcher dans la main, alors qu'il y a tant eu de chicanes entre les Anglais, les Français, puis les catholiques et les protestants. Nous, on n'a pas connu ça. J'ai un frère jumeau, OK? Puis j'ai deux autres frères, et puis j'ai deux autres sœurs. Dans mon enfance, j'étais malade. Et probablement qu'aujourd'hui, je sais que je suis intolérant au lactose. Dans ce temps-là, tout ce qu'il y avait, c'était du lait de vache. Ça fait que j'étais en diarrhée constante, ce qui fait que moi, à 1 an, je ne me tenais même pas assis. Ma mère m'a toujours dit que je suis venu prêt à mourir à plusieurs fois. Mes parents n'étaient pas riches non plus. Et elle avait hérité de ses parents, quand ses parents sont décédés, de 1 000 $. 1 000 $ dans le temps, c'était de l'argent. Okay? Et là, le médecin, il est arrivé à la maison, puis il dit, « Je peux sauver votre petit bébé, mais ça va coûter 1 000 $. Fait que maman, elle a pris son 1 000 $, puis elle l'a donné au docteur pour une série de piqûres. Mais maman, elle a toujours dit que c'était la chose qu'elle n'avait jamais regrettée de sa vie parce qu'il m'avait sauvé. Dès l'âge de 16 ans environ, ma mère était malade, puis elle a dû être opérée pour le foie. Et aujourd'hui, c'est une opération d'1 jour, mais dans ce temps-là, je pense que c'était comme 10 jours à l'hôpital. Et puis, j'avais rendu visite à ma mère à l'hôpital à Beauceville. Et puis, ça m'avait impressionné, le milieu médical, les hôpitaux, je ne connaissais pas ça du tout. Ça m'avait impressionné, puis de voir le personnel avoir soin de maman. Et puis, de voir tout ce qui se passait alentour aussi, ça m'a comme allumé, de dire « Hey, moi, j'aimerais ça, faire ça dans ma vie, m'occuper des gens, alléger la souffrance du mieux que je peux. » Et puis, c'est comme ça que c'est devenu l'idée. J'avais 16 ans. Donc, 2 ans plus tard, je m'inscris à l'école des infirmiers et infirmières, qui était à Baie-Saint-Paul. Ce qui fait qu'en 72, j'ai commencé à travailler à l'hôpital de Beauceville. J'aurais pu travailler à Lévis aussi parce que dans ce temps-là, on pouvait choisir l'hôpital qu'on voulait aller, puis le corps de travail qu'on voulait faire, puis le département qu'on voulait aller travailler. Mais là, vu que j'étais de Saint-Simon, travaillais à Beauceville, puis là, j'avais connu ma femme aussi. On n'était pas mariés, mais j'avais connu ma femme. Donc, le fait d'être à Beauceville, j'étais comme dans le milieu entre Sainte-Marie et Saint-Simon. Donc, ça faisait mon affaire. Je connaissais le milieu un petit peu plus aussi. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler à Beauceville. Si de mémoire est bonne, c'était le 4 septembre 1972. Et j'ai travaillé à l'hôpital à Beauceville pendant 24 ans. Jusqu'à temps que l'hôpital change de vocation. Mais j'ai travaillé sur différents départements quand même à l'hôpital. Que ce soit la médecine, j'ai fait de la chirurgie, j'ai fait de la toxicomanie, j'ai fait de l'ORL, mais j'ai surtout fait de l'urgence. J'adorais ça, faire de l'urgence. C'était un département qui me challengeait, qui m'allumait. Mais c'était surtout l'inconnu. C'est un département que j'ai beaucoup aimé, mais qui n'est pas facile, qui demande toujours d'être à la fine pointe je ne dis pas de la technologie parce qu'il n'y avait pas tant que ça, mais il fallait que tu sois préparé, autant émotivement que physiquement que professionnellement, parce qu'il fallait que tout ça fasse partie d'un tout. C'est sûr que de travailler à l'urgence, j'aimais ça beaucoup, mais émotivement, des fois, ça venait nous chercher parce que on est dans un milieu rural, tu es dans ton milieu, donc des fois, c'était des gens que tu connaissais bien qui arrivaient à l'urgence. Des fois, ça pouvait être des membres de ta famille aussi. Ce qui est un peu comme stressant ou traumatisant, c'est quand la porte de l'ambulance rouvre, tu ne sais jamais qui est à l'arrière de la porte. C'est un peu toujours une surprise. Et des fois, c'était des surprises, je ne dis pas désagréables, mais qui est encore plus stressantes. Un exemple, une fois, c'est un de mes cousins qui est arrivé par ambulance, où ce que c'est qu'il venait de recevoir une caisse de vitre de 2000 livres sur le dos. Donc, il n'était pas supposé de s'en sortir parce qu'il était tout écrasé, mais en fin de compte, il s'en est sorti. Bravo. Une autre fois, ça avait été comme très, très pénible.
C'est une collègue de travail qui part pour aller dîner à 11 heures, puis pour aller dîner chez elle. Puis 20 minutes après, elle revient, mais en ambulance. Elle avait eu un gros accident face à face, et puis elle était décédée. C'est pas toujours agréable à recevoir et à voir non plus. C'est évident que ça laisse des marques, ça. C'est que tu peux pas tourner la page et dire on passe au suivant comme ça. Tu n'as pour quelques jours là, à revenir toujours à ça. Tu revois ça et tu dis, mais tu sais, quand on dit que la vie ne tient qu'à un fil, mais c'est ça. Fait que ça m'a toujours intrigué par la suite. Nous, on est à l'urgence, on reçoit les ambulances, mais c'était toujours qu'est-ce qui se passe de la prise en charge, que ce soit d'une maison, d'un accident ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que les ambulanciers font de la prise en charge jusqu'à temps qu'ils arrivent à l'urgence? En plus de mon cours d'infirmier, je me suis inscrit à la technique ambulancière. Okay? Donc, j'ai fait mon cours de technique ambulancière, que j'ai adoré. Donc là, je venais d'apprendre tout ce que c'est que les ambulanciers faisaient lors de la prise en charge. Donc, j'étais en mesure de continuer, pas de les remplacer, mais de continuer le travail qu'eux avaient de commencer. Cette aventure-là, je veux dire, m'a emmené par la suite à l'enseigner. Donc, j'ai enseigné pendant un bout au cégep de Saint-Georges et au cégep de Thetford, que j'ai apprécié beaucoup aussi. Ça me permettait encore d'approfondir mes connaissances. Par la suite, je suis allé faire une formation qui était les soins infirmiers d'urgence, qui était spécifique à ça. Après ça, j'ai fait mon Basic Trauma Life Support, qui était une formation plus spécifique encore au monde de l'urgence, parce que j'avais un petit peu de soif d'information, mais surtout de savoir quoi faire et comment faire, dans le bon temps de le faire aussi. Fait que ça m'a amené à travailler de façon encore mieux, mais des fois à aider tes collègues de travail aussi dans le quotidien, dans l'urgence. C'est sûr que quand on dit des fois à l'urgence, virer sur une scène de mémoire comme ça, je sais que le 17 avril 1973, plusieurs vont s'en rappeler pour les plus vieux, c'était l'écrasement de l'aréna de Saint-Éphrem qui était en construction. Okay? Donc, il y a quand même beaucoup d'ouvriers qui travaillent sur la construction. La construction s'est tout effondrée et il y a 3 ouvriers qui sont décédés, 28, 36 et 44 de mémoire, des jeunes hommes. Et puis, il y avait comme une dizaine de blessés aussi. De différentes gravités. Mais le gros là-dedans, c'est que c'était sur l'heure du dîner. Je me rappelle qu'il était vers 11 heures là-dedans quand c'est arrivé. Donc, il est midi quand ça arrive à l'hôpital, ça, à Beauceville. Mais ça rentrait par toutes les portes. Donc, c'était pas juste les blessés, mais les familles, parce que c'était tous des gens de Saint-Éphrem, en grande partie, qui étaient impliqués dans l'accident. Donc, tu voyais arriver les moments qu'elle est habillée sur le ventre, cherchant le garçon ou le mari, où est-ce qu'il est, à quel endroit qu'il est, bien, est-ce qu'il est à l'urgence, il est à la salle d'opération, ou est-ce qu'il est décédé puis il n'est pas arrivé? On n'était pas en mesure. Mais juste pour donner un exemple, l'image que j'ai encore, c'est qu'on avait de la misère à circuler dans les corridors, parce que les corridors étaient pleins, qui cherchaient leurs membres de leur famille, sachant qu'il y en avait qui étaient décédés, sachant qu'il y en avait qui étaient blessés. Mais ça a été comme un événement tragique, très tragique, mais ça prend quelques jours à ramasser tout ça puis à passer au travers. C'est l'avant-midi, il est rendu tard le soir, on n'a pas mangé encore parce qu'on n'a comme pas eu le temps. Et les équipes, dans ce temps-là, n'étaient pas grosses non plus. C'est quand on entend aujourd'hui, on manque de personnel, dans ce temps-là, c'était pas juste de manquer du personnel. Des fois, tu avais des mains, des bras, des gens qui voulaient faire, mais des fois, il n'y avait pas tous une formation pour le faire aussi. Mais je pense qu'on s'en était bien sorti de cette tragédie-là, malgré tout, que je ne voudrais pas revivre, par exemple. Même si j'ai bien aimé l'urgence, ça laisse pas des cicatrices, mais ça laisse des meurtrissures. Tu apprends à vivre avec par la suite. On est toujours en 73 quand ça l'arrive. Donc, je travaille à Beauceville. Je voyageais souvent à Sainte-Marie
parce que j'avais connu une jeune demoiselle de Sainte-Marie. On s'est mariés le 10 août 1974 avec Diane Grenier. Et puis de notre union, on a eu deux belles filles. Et aujourd'hui, bien, ils ont chacun leur famille aussi. On a 3 grands, des petits-fils, mais des grands petits-fils, des joueurs de football en partie, puis des musiciens. Moi, on est très fiers. Ça fait une belle famille. On dit qu'à l'urgence, c'est pas toujours drôle, mais il y a des fois aussi qu'il y a des moments qui sont très valorisants. Entre autres, pour moi, j'ai participé de façon étroite à la mise en place du triage. J'ai monté une formation, on est en 1986, pour essayer d'améliorer le système dans lequel on était à ce moment-là à l'urgence. Ça, je suis fier d'avoir participé à ce moment-là. Il y a des moments quand même qui sont intéressants, moi j'appelle ça des petits moments heureux. Ça m'arrive encore après tant d'années de rencontrer des gens que j'ai soignés, puis de me faire dire « Hey, t'es-tu Yvan Poulin, l'infirmier à l'hôpital? Oui. Te souviens-tu de moi? » Ben moi, je peux pas me souvenir de ton nom. C'est une déformation professionnelle, les noms, je m'en souviens pas. Mais quand je les rencontre, je suis capable de dire dans quel lit, puis dans quelle chambre, puis pourquoi ils étaient là. Mais de se faire rappeler par ces personnes-là que tu vois aujourd'hui, qui sont en pleine santé, ben je me dis, j'ai fait quelque chose pour l'humanité, pour la société. J'ai fait quelque chose pour améliorer la vie de ces gens-là. Mais ça, c'est la plus belle récompense que tu peux pas avoir. Moi, je suis satisfait de ça. Moi, quand on travaille comme à l'hôpital, à l'urgence ou ailleurs, parce que j'ai fait des soins intensifs aussi, c'est pas toujours évident de laisser ton petit baluchon à l'entrée de la maison. J'ai entre autres un exemple qui me vient en tête, c'est que c'est un vieux monsieur que j'ai eu soin pendant quelques semaines, qui souffrait de la goutte. La goutte, c'est quand même une maladie très, très, très souffrante. Et le monsieur est âgé, mais il ne voulait pas que personne d'y touche parce que ça lui faisait trop mal. Il voulait tout le temps que ça soit moi. Mais je ne pouvais pas être là 24 heures par jour, puis 6 jours par semaine non plus. Mais tout le temps que j'étais attitré au travail, j'étais toujours attitré à ce monsieur-là parce qu'il ne voulait pas personne d'autre. Mais à ma grande surprise, le soir de ses funérailles, ça frappe à la porte et c'est les 2 garçons du monsieur qui viennent me donner un stéréo d'automobile, un 8-track. C'était quelque chose dans le temps. Là. Un gros 8-track avec les caisses de son, ça valait quand même un 300 $ dans le temps. Mais on n'avait pas le droit de recevoir des cadeaux, des choses comme ça, comme infirmier. Mais là, il était venu me le porter chez nous. Ça m'a fait plaisir. Pas le cadeau, mais la délicatesse et de prendre le temps de venir me le porter chez nous. Cet événement-là, principalement, mais il y en a d'autres aussi qui nous amènent à penser ou à réfléchir, dire qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu dire? Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent te dire c'est drôle que tu me dises telle parole, que tu m'aies dit telle chose, parce qu'au moment que tu me le dis, c'était ça que j'avais besoin de savoir ou d'entendre. Des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi que ça sort un peu comme ça? Je dis pas que je suis divin, là, loin de là, mais ça me fait toujours une satisfaction de le faire et de le dire parce que je sens qu'en contrepartie, ça l'a fait du bien à quelqu'un d'autre, puis ça l'a coûté rien. C'est un petit peu le côté magique aussi, peut-être, je dis pas de la profession, parce que c'est pas tout le monde qui puisse peut-être être à l'écoute, ou de le faire non plus, mais quand on sent qu'on a une fibre sensible, pourquoi pas en profiter? Des fois, c'est une bonne parole humaine et sensible va valoir un pot de pelule. Quand tu travailles dans des milieux stressants comme ça, il faut que tu t'accordes au moins 5 minutes pour rire par heure. Je me dis, même si c'est triste, il faut que tu donnes une certaine hygiène de vie. Dès que j'ai fini mon cours d'infirmier, là, on est en 74, 60. Un des premiers calls que j'ai eu au téléphone, c'était du CLSC de Sainte-Marie, qui avait un monsieur qui avait subi un accident d'automobile, qui était resté quadraplégique, et puis qui était à domicile avec sa mère. Et puis il y avait des soins particuliers à faire, des soins intestinaux que personne ne voulait aller, personne ne voulait faire. Fait que là, il m'appelle pour que j'aille là. Je m'attendais pas à trop. C'était quoi le contrat lequel que je m'attendais de faire. Je suis allé pendant 13 ans, à 3 fois par semaine. Mais lors de ma première visite dans cette maison-là,
à Sainte-Marie ici. Je rentre dans la hall d'entrée et à ma droite, à ma gauche, pardon, dans le salon, il y avait une peinture après le mur qui était celle-ci. Et cette peinture-là, il y a un chemin. Okay? Et moi, je me suis dit en dedans de moi-même, dans mes valeurs humaines à moi, je me dis, bon, je vais le faire. Puis j'ai dit à l'Esprit Saint en haut, il dit, garde, je vais le faire à condition que vous me protégez, moi ou les miens, d'un accident semblable à ce monsieur-là. Mais à toutes les fois que je rentrais dans cette maison-là, je regardais cette peinture-là, puis il me disait, ben, c'est ça mon chemin, puis je vais le faire. Et quand que la madame est décédée, la maman est décédée, dans son testament, elle m'avait légué cette peinture-là. Pour moi, ça a été une belle reconnaissance parce que j'ai aujourd'hui, mon chemin de vie me suit encore aujourd'hui. Mes dernières années de profession comme infirmier, les 15 dernières années principalement, j'étais cadre à l'hôpital. Donc, j'étais à Beauceville dans ce temps-là comme infirmier-chef de l'urgence. Et là, c'est la fusion des 3 hôpitaux, Beauceville, Saint-Georges et Lac-Etchemin. Dans les 3 hôpitaux, il y a 69 cadres et il fallait qu'il en reste 24. Okay? Donc, pendant tout le processus, à tous les mois, il y avait des tests d'aptitude, etc., etc. Et à tous les mois, lors de ces tests-là, bien, il y avait des cadres qui tombaient au champ de bataille parce qu'il fallait rester 24. Fait que j'ai été parmi les chanceux à rester d'être retenu parmi les 24 de la fusion, qui a été une période dans ma vie très difficile parce que c'était lourd. De un, je suis cadre, j'ai ma famille, j'ai le département, mais juste la pression qu'on subissait au travail dans cette fusion-là qui était vraiment très difficile, autant au niveau politique que d'organisationnel aussi, ça a été un bout là, très compliqué. Tantôt, on parlait du monsieur le quadraplégique qui a eu suite à un accident d'auto. Puis dans ma tête, à moi, ça a toujours été comme un pacte. Je me disais, bon, à qui de droit, protéger moi et les miens d'un accident semblable. Mais je pense que j'ai été exaucé parce que le 13 juin 2021, moi et ma femme, on a eu un gros accident d'auto. On aurait pu laisser nos vies là parce qu'on s'est fait frapper par un gros tracteur de ferme un dimanche matin qui fait super beau dans une intersection d'Oran, que le tracteur avait un stop à faire, puis il n'a pas fait. Donc, il nous a littéralement pulvérisés tous les deux. Et là, j'ai compris qu'on aurait pu laisser notre vie là, comme ça. Facilement. Parce qu'il ne restait plus rien dans l'auto, il restait nos 2 sièges. J'ai dit, bon, il faut croire que ce n'était pas notre heure. Mais il y a quelqu'un qui a pris une photo de l'accident, de l'auto. Mais c'est un beau ciel bleu-azur, mais sur la photo, il y a un nuage. Et puis, les gens vont peut-être bien dire, je te tire par les cheveux. Mais c'est ça pareil. Dans le nuage, on est capable de voir qu'il y a un visage. Qui, un ange, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui nous a protégés, c'est sûr. Et on l'a vécu. Parce que ça a quand même brassé fort dans cet accident-là. Moi, je me suis ramassé, ça avait quand même comme traumatisé crânien, un grade 3/4 qui est majeur, avec une fracture de C6. Et puis, c'est plein de bleus partout. Et puis, c'est ma femme qui conduisait. Et elle a comme vu arriver le gros tracteur, parce que c'est pas un petit, c'est un gros. Elle a pu s'agripper sur le volant et qui l'a protégé un peu. Donc, elle a eu des blessures quand même aussi cervicales et dorsales elle avait déjà, mais qui ont été amplifiées par 10 puis qui demandent d'avoir des traitements encore après ces 4 ans, d'être encore sous traitement. Pour l'accident comme tel, oui, ça aurait pu être pas mal plus pire que ça encore, même si ça l'a été quand même majeur, parce que tout ce qui est resté de l'auto, c'est nos 2 sièges sur lesquels on était assis. Il n'y avait plus d'auto, c'est aussi simple que ça. Quand on parle de haute vélocité, c'est que moi, dans mon porte-document, parce que j'allais donner une conférence, dans mon porte-document, j'avais un sachet de cachou. Et mon sachet de cachou n'est pas déchiré, il n'est pas brisé. Rien de ça, sauf qu'il n'y a plus de cachou à l'intérieur. Ils sont pulvérisés en farine. C'est vraiment fort comme choc. Et ma femme, son sac à main, sa sacoche, il n'y en a plus. J'aurais tiré un coup de 12 dans sa coche, j'aurais été la même affaire. Tout était défait. Le gars, c'était tout en mille miettes. Ce qu'on avait sur nous, qui était comme ça, imagine-toi, la boîte à poux a subi le même choc aussi. Donc, oui, je me dis, il y a eu
un être suprême qui nous a protégés. Fait qu'il faut croire qu'on a encore un bout de chemin à faire et puis qu'on a encore des services à rendre. Quand il y a quelqu'un qui te protège en haut, ben, je me dis, suis ton chemin. Okay? Sauf que à peu près 3 semaines après l'accident, j'ai été très sonné, moi, là. Je m'occupe du site historique de Cumberland. Ça fait 35 ans. Et on avait un mariage le samedi, puis j'ai dit à ma femme, on va aller voir si tout est beau, si tout est propre pour le mariage. Et sur le plancher par terre, il y avait un spot, il y avait une petite tache sur le plancher de bois. Là, on parle quand même d'une église de 1847. Et vous savez que quand tu mouilles un vieux plancher de bois, il vient une odeur. Et cette odeur-là m'a rappelé la présence de ma mère, parce qu'avant ça, c'est maman qui faisait le ménage dans l'église, qui lavait le plancher. Et là, l'odeur m'a rappelé ma mère. Puis dans ma tête à moi, je lui ai dit, bien, regarde, tu vois, maman, avant ça, c'est toi qui lavais le plancher, puis aujourd'hui, c'est moi qui le lave. Et au moment que j'ai dit ça, c'est comme si j'avais reçu une claque dans le derrière de la tête. Puis ça m'a dit, lave-les le plancher, c'est pour ça que je t'ai sauvé. Là, tu restes un peu frette. Là, tu dis, je sonnais plus que je pensais. Mais ma femme n'était pas loin de moi. Elle dit, c'est-tu fou? Elle dit, j'ai eu l'impression d'entendre la voix de ta mère. J'ai dit, oui, elle vient de me sacrer une claque dans le derrière de la tête. Puis elle m'a dit, lave-les le plancher, c'est pour ça que je t'ai sauvé. Fait que j'ai lavé le plancher et fermé ma boîte. C'est aussi simple que ça. Mais on s'en est quand même sorti de cet accident-là avec des blessures physiques, oui, mais ça a été long. Moi, j'ai été 18 mois en réadaptation. J'ai toujours travaillé tout au long de ma carrière en pensant de faire du bien alentour de moi, de donner le mieux que je peux, autant au niveau de ma profession auprès des malades, mais surtout aussi au niveau de la communauté qui m'entoure, ma famille, les miens, mais les gens des environs, en faisant du bénévolat. J'ai toujours fait, moi et ma femme, ça fait 50 ans qu'on fait du bénévolat ensemble. Bon, on s'est impliqué quand même dans plusieurs organismes. Donc, j'ai fait partie de plusieurs conseils d'administration. J'ai été responsable de monter l'équipe des bénévoles à l'hôpital. À Saint-Georges, j'avais 137 bénévoles à un moment donné avec une liste d'attente sur 11 départements, ce qui était immense. Je me suis occupé pendant 18 ans des bénévoles de chez Ovacène ici. Au niveau des conseils d'administration, je suis toujours président du conseil d'administration de la corporation qui s'occupe du site historique de Cumberland. Ça fait 35 ans quand même qu'on est là, d'organiser toutes les activités. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de valorisation. Suite à toutes ces implications-là, en 2012, j'ai reçu la médaille de la reine d'Angleterre pour l'implication sociale. C'est la première fois que je la sors de sa boîte. C'est pas par vandardise, mais au moins elle l'aura sorti une fois dans sa vie. Mais de l'autre côté, c'est que faire du bénévolat, c'est toujours valorisant. Mais moi, ce qui me choque des fois, c'est que tu vas demander à quelqu'un de faire du bénévolat. La réponse qu'ils vont te faire, ça paye-tu? Je me dis, le bénévolat, ça paye pas tout le temps. Mais si tu le fais pour une paye, là, tu te trompes beaucoup. Moi, je lui dis toujours, va plus loin. Okay? Avance puis va plus loin. Là, tu vas avoir ta paye. Yvan Poulain s'est démarqué par son professionnalisme et son empathie envers les malades. Des centaines de personnes ont bénéficié de son don de soi grâce à son métier et aussi parce qu'il n'hésite pas à s'impliquer bénévolement. C'est ça la vie.